Salut Raquel. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation en ce lendemain de soirée électorale et d'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République Emmanuel Macron, qui dit avoir tiré les leçons du scrutin des élections européennes en France. Alors toi, tu es du coup ancienne députée ou députée sortante de Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise. Première question, vraiment toute naïve, bien large, genre comment toi tu as accueilli cette annonce de dissolution de l'Assemblée nationale? Est-ce que tu te dis oulala, c'est la catastrophe, les élections le 30 juin, ça va être la Bérésina? Ou est-ce que tu te dis bon bah on rend la parole aux citoyens et aux citoyennes français et françaises et finalement c'est tant mieux, c'est à eux de clarifier la situation politique un peu bordélique du moment? Ma première réaction, Pablo, ça a été de me dire que cette décision du président est la marque du caractère tout à fait toxique de cette monarchie présidentielle. Cet homme-là, Emmanuel Macron, il concentre à lui tout seul toutes les raisons de la crise politique. Si l'extrême droite a progressé dans ce pays, c'est parce qu'Emmanuel Macron a remis en cause les intérêts profonds des travailleurs, des travailleuses, leur quotidien, a rendu la vie infernale en fait aux Français. Et par conséquent, ce qui serait démocratique, c'est que lui parte. C'est son parti qui fait 14%. En plus, il a mis toute son énergie dans la campagne dans les derniers jours en squattant les plateaux. C'est son résultat. Cet homme-là fait 14%. Donc dans une société démocratique qui fonctionne, normalement, c'est lui qui partirait. Et c'est bien parce qu'on est dans un système de la Ve République avec le fait que le président de la République est irresponsable au sens constitutionnel du terme, qu'on se retrouve là. Et donc c'est la marque d'une sorte d'autoritarisme, d'abus de pouvoir et aussi d'une déchéance morale. Parce que je me dis que cet homme-là, en fait, déteste les Français. En fait, il en a rien à foutre en fait de notre quotidien. Il en a rien à foutre des effets que ça aura pour les gens d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Il est d'une désinvolture, d'un cynisme qui pour moi est vraiment dégoûtant en fait, dégoûtant. Ma première réaction, ça a vraiment été une série de gros mots très grossiers dans ma tête à l'endroit du président Macron. Alors on va revenir sur la question de la gauche. Qu'est-ce que la gauche peut faire avec cette échéance qui est vraiment dans pas très longtemps. Mais d'abord un mot sur le fait que l'extrême droite a quand même capitalisé près de 40% des votants et des votantes. Quelle conclusion tu en tires? Est-ce que tu te dis que... Non, je ne vais pas te donner à chaque fois des deux cases à cocher. Quelle conclusion tu tires de ces 40% faits par l'extrême droite raciste et nationaliste? Le résultat de l'extrême droite est inquiétant parce qu'il prouve qu'il y a une partie du peuple qui, plutôt que de s'allier pour améliorer son quotidien, décide de se retourner les uns contre les autres sur des motivations d'ethnie, de religion, d'ascendance géographique. Et ça, c'est un désastre pour le peuple. Exemple, l'année dernière a été marquée par un énorme mouvement social. 93% des Français qui étaient unis contre la retraite à 64 ans, une union monolithique au niveau syndical et une union du peuple qui était réelle. Donc, on voit de façon lumineuse à quel point la fonction sociale de l'extrême droite, c'est lorsque les puissances d'argent perdent en influence ou sont contestées par un mouvement massif et très unitaire du pays, ils vont chercher l'extrême droite pour fracturer le pays. Donc, ça veut dire qu'à la fois, on doit être inquiet parce que la manœuvre a marché, mais en même temps, on doit construire là-dessus en se disant que la réponse, c'est précisément que il reste dans ce pays un ressort qui est sur la question sociale plutôt que sur la question identitaire. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est que si on mobilise les Français sur des questions sociales, alors à ce moment-là, on peut largement imposer un programme de gauche et un gouvernement de gauche et écologiste contre ceux qui veulent parler du soir au matin que de questions identitaires.
Alors justement, ce chemin, c'est toute la question du moment. Est-ce que tu penses que une alliance qui ressemblerait à celle de la NUPES, à l'accord électoral qui avait permis l'élection des 150 députés de la NUPES en juin 2022, est-ce que tu penses que cette performance, j'ai envie de dire, parce qu'ils avaient fait ça en 13 jours, 13 nuits, on peut la refaire dans un temps qui est encore plus court, et ce, après des mois de déchirement, d'agressivité et d'insultes, de noms d'oiseaux entre les différentes parties prenantes. Ouais. Ceux qui voulaient la désunion l'ont testé, et ils en voient le résultat. C'est catastrophique. Donc maintenant, on ne peut pas chipoter, on ne peut pas biaiser. Le seul chemin pour battre l'extrême droite, c'est l'union de la gauche, sur le programme qui l'unit, c'est-à-dire sur le programme qu'on va appeler de la NUPES, parce qu'il acte le fait de fermer la parenthèse de la social-démocratie à la sauce Hollande. Voilà, il faut dire les choses assez clairement. Bien sûr, il faudra surmonter des rancœurs. Bien sûr, il faudra que les personnes qui sont des va-t-en-guerre au sein de la gauche en rabattent, parce qu'il en va de l'intérêt général du pays. Parce que quiconque aujourd'hui commence à barguigner contribue à la victoire de l'extrême droite. C'est-à-dire, on parle du fait que Jordan Bardella ou Marine Le Pen soient Premier ministre de ce pays dans un mois. Voilà l'enjeu. Donc là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour la division, il n'y a pas de place pour la polémique, il n'y a pas de place pour chipoter en quelque sorte. Et en plus, on a, et c'est là la chance, quand même, le point de référence antérieur, qui est un accord qui quand même a produit un résultat politique, puisque on a réussi en juin 2022 à faire 26%, ce qui a mis Macron minoritaire à l'Assemblée nationale et fait élire 150 collègues, camarades. Donc je pense que la base déjà de l'accord, c'est de dire à tous les sortants, repartez en campagne tout de suite, déclarez vos candidatures, reprenez vos tickets, allez-y, il faut qu'on garde ces circonscriptions-là. Et puis ensuite, sur les 420 autres circonscriptions qui ne sont pas encore à gauche, là, il peut y avoir une discussion de répartition qui prenne en compte le résultat des européennes. Tandis que en gros, que les socialistes ils aient un peu plus que ce qu'ils n'avaient eu en 2022, dans la mesure où c'est eux qui sont arrivés en tête avec 14% hier aux élections. Il faut trouver un chemin raisonnable pour qu'on gagne ces circonscriptions-là. Aujourd'hui, les macronistes vont perdre des dizaines, si ce n'est des centaines de sièges. Il faut aller les conquérir. Et donc, qui sera le ou la camarade la mieux placée pour aller conquérir ces circonscriptions-là? Bon, c'est pas forcément un insoumis, c'est pas forcément un socialiste, c'est pas forcément un écolo, c'est pas forcément un communiste. Donc là-dessus, il faut être adroit, il faut être habile, et puis il faut être motivé par l'intérêt général et la réussite de l'accord. Je vais reprendre tes mots, tu dis il faut un accord le plus large possible à gauche, mais il faut faire attention de ne pas retomber dans les affres du hollandisme. Or, il s'avère que il y a un des 4 partis membres de la NUPES, le Parti socialiste pour ne pas le nommer, dans lequel tu as une partie du Parti socialiste qui est non négligeable, qui représente presque la moitié en fait des socialistes, alors je sais pas s'ils sont vraiment les héritiers stricts de François Hollande, mais qui en tout cas considèrent que y a un autre membre de la NUPES, à savoir la France Insoumise, qui sont des persona non grata avec lesquels ils ne veulent pas parler parce qu'ils les considèrent comme des antisémites, comme des foudingues à l'Assemblée nationale, etc. Comment est-ce que tu gères ça? C'est-à-dire ceux qui, à la France Insoumise, considèrent que il y a des socialistes avec lesquels ils ne veulent pas parler. Je pense par exemple à Raphaël Glucksmann, même s'il n'est pas tout à fait au Parti socialiste, mais à la France Insoumise, il y a des gens qui disent Raphaël Glucksmann, génocidaire pro-Israël et social-démocrate sauce Hollande. Et à ceux qui, au Parti socialiste, disent les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud, Thomas Porte, ce sont des antisémites foudingues. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Si on laisse ce type de caractérisation politique de type accusation d'antisémitisme ou accusation de soutien au génocide à Gaza prendre le dessus, c'est la fin, il n'y aura pas d'union. La désunion, on sait le faire. On vient de le faire pendant des mois. Moi, je suis convaincue en réalité que
Si on avait eu une liste commune aux élections européennes, il n'y aurait sans doute pas eu autant d'intensification des oppositions, même sur la question palestinienne. Parce qu'au sein de la NUPES, tous les partis sont pour le cessez-le-feu. Tous les partis sont pour la libération des otages. Tous les partis dénoncent le massacre du 7 octobre. Tous les partis sont pour la fin de la colonisation en Cisjordanie et pour une solution à 2 États. Tous les partis sont pour la reconnaissance de l'État palestinien. Tous les partis sont pour le passage de l'aide humanitaire et pour les résolutions de l'ONU et pour le droit international d'une façon générale. Donc, si on avait été ensemble dans la période électorale, je suis à peu près certaine que c'est autour de ces points communs, très convergents, qui sont d'ailleurs au cœur aussi de ce que pense la France. Je pense les Français d'une façon générale. Cette idée assez simple qu'un bébé israélien ou un civil israélien a la même valeur qu'un civil palestinien et que c'est l'humanité qui se joue et la possibilité de la paix et de la préservation de l'éthique humaine qui se joue là-bas. On l'aurait fait. On l'aurait fait. Bon, ça n'a pas été le cas, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est à quel point la concurrence électorale peut dégénérer en une sorte d'exagération des singularités et des oppositions. Alors, bien sûr, il en restera néanmoins des désaccords. Et c'est ça, en fait, la majesté du geste de l'Union et aussi la responsabilité de gouverner. Prendre le pouvoir dans un pays, c'est-à-dire obtenir 50% des voix, 50% des sièges plus 1, c'est nécessairement s'accorder avec des gens avec qui on n'est pas tout à fait d'accord. Et cette culture de la cohabitation avec des gens dont on n'est pas 100% d'accord est un atout démocratique, est une culture démocratique qu'il faut avoir, dont certains partis l'ont déjà. Disons que chez nous, à gauche. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a une certaine intensification, peut-être liée aux réseaux sociaux, peut-être liée aussi au fait que nous, à la France Insoumise, on a, comme tu sais, un mouvement gazeux, etc., qui s'appuie beaucoup sur une communication qui est sur les réseaux, etc., qui est moins médiatisée par des structures internes, etc. Peut-être que c'est le temps, c'est un peu l'air du temps qui a fait perdre cette sagesse d'accepter la nuance et la différence. Mais il faudra absolument en repasser par là. C'est ça la force éthique d'une équipe nouvelle qui souhaite gouverner, c'est que sans en rabattre, et là-dessus, et je compte sur les insoumis, tous les insoumis, à commencer par la direction de la France Insoumise, qui actuellement est en négociation, je compte sur la France Insoumise pour tenir bon sur les questions de programme, et on ne fera pas changer d'avis un insoumis au sens où on ne changera pas notre position. Moi, je suis insoumise et je défendrai mon programme. En revanche, ça ne m'empêche pas, ça ne me prive pas de la possibilité... On ne changera pas non plus un socialiste ou un écologiste. Voilà. Après, il y a des choses sur lesquelles on peut trouver des projets d'action communes. C'est ça, moi, ce qui m'a intéressé dans le programme de la NUPES, je ne sais pas si tu te souviens, la façon dont il était articulé, par exemple, en matière européenne et internationale, c'est qu'il y avait une sorte de caveat au début du chapitre qui disait, voilà, le Parti communiste et la France insoumise sont des héritiers du nom de gauche, les écolos sont des fédéralistes européens, les socialistes sont intimement imbriqués dans l'histoire de la construction européenne. Ça, c'est un fait. Et néanmoins, voilà ce qu'on ferait ensemble si nous gouvernions. C'est ça la bonne méthode. Donc, si on commence, puisqu'en 2022, en quelque sorte, on a purgé l'accord de tout le bilan personnel qu'avaient y compris ces dirigeants socialistes et leur implication personnelle dans les épisodes antérieurs du gouvernement Hollande, parce qu'il y a des grands dirigeants du PS, même pro-NUPES, qui ont participé. Qui étaient proches de Hollande ou à l'Élysée, etc., ou dans le parti. En 2022, on a eu l'intelligence de surmonter ça en obtenant des garanties sur ce qu'on ferait ensemble au gouvernement. Parce que là où il ne faut pas se tromper, c'est que quand on trahit les aspirations sociales profondes, ça fabrique de l'extrême droite. Donc ce n'est pas la peine de s'unifier pour avoir un programme qui est un programme qui ne change pas la vie. Donc il faut que notre programme change la vie. Il faut que notre programme change la démocratie, les institutions. Il faut qu'on sorte de cette monarchie présidentielle. Ça me semble absolument décisif
on reforge un projet démocratique pour le pays qui donne aux citoyens toute leur place, qui lutte contre l'abstentionnisme, voilà, tout ça c'est très important. La question environnementale et bien entendu la question sociale, parce que c'est ici que se joue l'hégémonie culturelle et politique de la gauche dans ce pays. Tout ça c'est possible. Tout ça c'est possible avec oui, sans doute une génération de dirigeants aussi, qui sont placés à un point nodal de l'histoire de ce pays. Il se joue dans les minutes et les heures qui viennent et les jours qui viennent, un morceau de l'histoire de ce pays. Et on en est personnellement, chacun d'entre nous, personnellement comptable. Alors, c'est intéressant parce que tu me parles de ces personnalités, donc de ces incarnations que tu situes à un point nodal de l'histoire de notre pays et peut-être aussi de l'histoire de la gauche de notre pays. L'extrême droite, elle a un candidat au poste de Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui va emmener, en fait, qui va porter cette dynamique de la campagne pour les élections législatives. Elle s'appelle Jordan Bardella. Alors même si elle est élue au Parlement européen, c'est elle que dans l'idée c'est Bardella Premier ministre. Pour le camp macroniste, c'est Gabriel Attal, tu vois, qui est déjà Premier ministre. Enfin, c'est lui qui va endosser cette responsabilité. Hein. Je lisais Le Monde ce matin, c'est ce qu'ils étaient en train de raconter, avec une double personnalité qui s'est dédoublée avec quelqu'un au-dessus, Emmanuel Macron, qui a dit ce matin aussi, enfin c'est les indiscrets du monde, qui a dit moi je vais y aller, je vais vous présenter un nouveau projet, vous allez voir ça va être sans sas. La question c'est, nous à gauche, qui est-ce qu'on a? Parce qu'en 2022, les Insoumis notamment, vous aviez fait campagne, mais pas uniquement les Insoumis, hein, c'était plus large que ça, avec ce slogan Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Est-ce que là, il faut trouver quelqu'un d'autre pour dire machin Premier ministre? Je pense notamment à François Ruffin, qui a lancé cette idée de Front populaire hier, juste après l'annonce de la dissolution, qui a fait florès, que tout le monde a récupéré, le Parti communiste, les écologistes et le Parti socialiste. Est-ce qu'il faut dire François Ruffin, Premier ministre, tout le long de cette campagne législative? D'abord, rappel institutionnel, le Premier ministre est désigné par le Président de la République, qui peut prendre, s'il le souhaite, un passant dans la rue. D'accord? Donc, je rappelle qu'en 2017, quand Macron a été élu, il a désigné Édouard Philippe, qui n'avait même pas fait sa campagne. C'est-à-dire que les électrices et les électeurs de Macron ne pouvaient même pas s'imaginer que ce serait Édouard Philippe. Castex. Ensuite, enfin, je veux dire, le rôle de Premier ministre, de toute façon, il est éventré dans la conception de la Ve République. Donc nous, en 2022, on a eu l'intelligence de le réinvestir dans la campagne législative. Pourquoi? D'abord parce que c'est une campagne qui était immédiatement consécutive à l'élection présidentielle, où la campagne Jean-Luc Mélenchon avait imposé une candidature, un programme et un résultat qui était la base de la propulsion du score de la NUPES. Donc c'était important de coller à cette énergie-là, et on a même un peu hacké les institutions, parce qu'on disait, en gros, élisez Mélenchon Premier ministre, alors qu'en fait, tout le monde sait que le Premier ministre n'est pas élu. Nous ne sommes plus dans une période immédiatement consécutive à une présidentielle. Donc, de toute façon, il n'y a pas aujourd'hui de camarade qui vient avec l'énergie d'une politisation extrême dans le pays en mode présidentiel, et qui, du coup, dont on pourrait dire, on ne va pas se passer de cette énergie-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas nécessité absolue que tout notre projet d'union et de conquête du pouvoir soit en fait identifié avec une personne. Alors on me dit, mais l'extrême droite aura Bardella, et donc et puis aussi il y a aussi des, comment dire, il y a des biais. La presse va du soir au matin dire, mais puisque l'extrême droite c'est Bardella, vous c'est qui? Alors pour les macronistes, d'abord, ils ne gagneront pas. Donc, de toute façon, l'hypothèse d'un Premier ministre macroniste ne se pose pas. Aujourd'hui, n'importe qui peut être candidat. Il n'a aucune chance d'être Premier ministre. Mais encore moins Gabriel Attal. Oui, mais il y a Macron, tu vois, je veux dire, il est lui-même Premier ministre, d'ailleurs, depuis le début, depuis 2017. Non, mais ça, c'est pas rien de le dire. Ouais. Parce qu'en vérité, c'est faux. En fait, c'est une construction narrative de donner de l'importance au Premier ministre. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire... il faut donner l'importance au Parlement et à ce moment-là au gouvernement comme étant l'objet dont le Parlement est la source, avec cette idée de contrôle parlementaire. On est dans un rééquilibrage institutionnel. Alors, est-ce qu'au final, il y aura une incarnation? Peut-être. Moi, ça ne me pose aucune difficulté. Tu mentionnes François Ruffin, bien sûr, pourquoi pas. Il y a aussi, ça peut... Je ne sais pas aujourd'hui... Qui fait de cette question-là une question préalable?
Je ne sais pas si dans les négociations actuelles, si les Insoumis mettent ça. J'ai pas l'impression. J'ai lu le premier communiqué. C'est un communiqué qui est principalement axé sur des questions programmatiques, qui d'ailleurs ne trouvent pas toutes leurs sources dans le programme de la NUPES. Il y a aussi des éléments nouveaux qui ne figurent pas dans le programme de la NUPES, qui ne figurent d'ailleurs même pas dans la profession de foi de Manon Aubry. Bon. Mais en tout cas, il n'y a pas, par exemple, la proposition Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Aujourd'hui, la France Insoumise n'entre pas dans la discussion avec cette proposition. Est-ce qu'il du coup, il en faut une autre? Est-ce que du coup, il y aurait au Parti Socialiste ou chez les Verts l'envie d'avoir une telle proposition? Je ne sais pas. Ça me semble pas une grande difficulté, cette affaire-là, parce que ça me semble pas un point de passage obligatoire. Je préfère avoir trop d'options que pas assez. J'ai une dernière question, Raquel. C'est quant à ta propre candidature. Est-ce que déjà tu es candidate à ta réélection le 30 juin prochain? Et comment est-ce que tu le sens? Je te le dis un peu à dessein, parce que c'est vrai que dans la France Insoumise, et tu n'es pas la seule, hein, mais vous étiez certains à avoir été un peu mis de côté, et on se dit, mais est-ce que les Insoumis, dans cette circonscription, est-ce qu'en gros, ils vont te laisser tranquille? D'abord, les Insoumis de ma circonscription ont réalisé une campagne exceptionnelle. On a tenu vraiment les murs avec les affiches, les marchés, les porte-à-porte. On a une campagne de porte-à-porte au long cours dans ma circonscription, dans le contexte de mon travail sur la démocratie, sur la 6e République. On fait ça depuis 1 an avec les militants. Donc le résultat aujourd'hui de Manon Aubry, de la liste Manon Aubry dans ma circonscription, c'est-à-dire 43%, c'est le fruit de ce travail militant aussi des Insoumis de ma circonscription, qui aujourd'hui sont déjà sur le pied de guerre pour la campagne législative qui s'ouvre. J'ai pris contact avec mon suppléant, qui est José Moury, qui est du Parti communiste à Bobigny. On avait un ticket à Bobigny, Drancy-le-Bourget en 2022. Pour la petite histoire, nous, on avait déjà créé en fait cette alliance-là avant même l'existence de la NUPES. Donc, on avait créé la NUPES dans cette circonscription avant, parce que c'est une circonscription qui était détenue depuis 20 ans par la droite affairiste. Souviens-toi, Jean-Christophe Lagarde. Et donc, la division n'avait que causé jusqu'alors la victoire de la droite. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui est sans doute pas menacé par le retour de Jean-Christophe Lagarde, pour la raison qu'il est inéligible, puisqu'il a détourné l'argent de l'Assemblée nationale pour embaucher sa belle-mère comme emploi fictif. Mais l'extrême droite est forte en Seine-Saint-Denis et dans ma circonscription. Il n'y a que les gens qui voient la Seine-Saint-Denis à la jumelle qui pensent qu'en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas d'extrême droite. C'est faux. Moi, dans ma circonscription, l'extrême droite, elle est à 22%. Donc au final, ça va se jouer entre nous, notre ticket, José Moury et moi-même, et l'extrême droite. Donc après, chacun devra aussi, chez moi, mais comme partout ailleurs, partout ailleurs, tout le monde devra prendre ses responsabilités. Je fous celui qui commence aujourd'hui à vouloir détricoter cette énergie qui est nécessaire. Si on met de la friture sur la ligne, surtout que, bon, pour le coup, on peut pas me reprocher d'avoir milité et d'avoir essayé de maintenir une flamme de possible union pendant toute cette période d'affrontements terribles. Parce que l'histoire, quand même, me donne à moi, ainsi que certains collègues et camarades, plutôt raison. C'est-à-dire, heureusement qu'il y a encore aujourd'hui un lien, encore des traits d'union qui existent, malgré la férocité du combat qui vient d'avoir lieu. Et je pense que, voilà, avec Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin, Daniel Simonet, Hendrik Davy, Pascal Martin, et d'autres camarades, on a discrètement, mais certainement, avec beaucoup de sérieux, contribué à ce que le moment venu, on soit en mesure d'être tous unis. Voilà. Je pense que ça, dans ma circonscription, en tout cas, tous les jours, je vois bien qu'on m'en sait gré. Et dans ma circonscription, les gens ont conscience que si l'extrême droite passe, c'est ici qu'on est les premiers sur la liste des ennemis de l'extrême droite. C'est vraiment notre vie. C'est une question de vie ou de mort au sens civique, au sens social. Et d'ailleurs, ça va nécessiter un engagement supplémentaire de la part des habitants de Seine-Saint-Denis. On a fait des beaux scores, des magnifiques scores. On a fait des beaux scores, mais la participation est encore trop faible.
lutter contre l'extrême droite, là maintenant, ça va requérir l'engagement de tout le monde. On ne peut pas déléguer à d'autres ce travail-là. Eh ben, merci beaucoup Raquel, et j'ai plus qu'à te souhaiter une belle et courte campagne. Merci beaucoup Pablo.